Bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons discuter un thème de pédiatrie, comme vous le savez, qui sont fréquents, et qui sont vraiment importants pour la pratique du médecin de tous les jours. Le principe de travail est le même. Toute personne qui entre son micro et notre présentateur du jour, le docteur Kamsoumou Georges, qui est un interne de pédiatrie de 3e année. Il va faire sa présentation et après qu'il ait fait, on aura le droit de poser les questions. On aura le droit de lever la main, poser les questions ou alors de poser les questions par écrit. Ceux qui sont là connaissent le principe de présentation. Moi, Georges, il est 19h15. On a dit qu'on commence habituellement, on donne 15 minutes de retard pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Mais là, il est 19h15, donc on va lancer. Bon, avant de commencer, je rappelle qu'il y a une séance de travail qui est sur le feu, la séance du 3 janvier, qui va consister en la correction de l'observation médicale ainsi que du raisonnement médical. Donc, pour cette séance-là, il y aura une observation médicale qui sera présentée par un résident. Il y aura une observation médicale qui sera présentée par une 4e année. Zanfak Ariane de l'ISTM au Cameroun s'est proposé pour ça. Et on souhaitait avoir un étudiant de 5e année, de préférence un étudiant d'une autre faculté que le Cameroun, d'une faculté d'un autre pays que le Cameroun, pour pouvoir justement mener cette séance-là bien. Donc, je tenais juste à rappeler ce programme avant de passer la parole au docteur Kamsoumou Georges. Docteur Kamsou, tu es là? Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, docteur, on t'entend. Bonsoir, docteur. Donc, je te passe la parole, tu partages tes diapositives et puis on pourra commencer. You have the floor. Tu as la parole, docteur. Merci, docteur, pour cette belle introduction. Je salue toute l'assistance et je vais me représenter. Je suis le docteur Kamsoumou. Je suis interne de 3e année de pédiatrie. Et il m'a été demandé de préparer un exposé sur la drépanocytose de l'enfant. Alors, sans plus tarder, nous allons revoir les objectifs du jour. Premièrement, il sera question pour nous de savoir poser le diagnostic de la drépanocytose. Et puis, deuxièmement, il sera question de revoir un peu comment se fait la prise en charge des principales complications aiguës. Et ensuite, connaître les paramètres cliniques et biologiques du suivi d'un enfant drépanocytaire. Alors, pour ce faire, nous allons faire cette présentation selon le plan ci-après. Nous reverrons d'abord les généralités sur la drépanocytose. Ensuite, nous reverrons comment se fait le diagnostic. Dans quel cas est-ce qu'il faut penser à une drépanocytose devant un enfant qui est symptomatique? Comment faire pour confirmer ce diagnostic une fois qu'on l'a évoqué en hypothèse? Et ensuite, nous verrons quelles sont les complications auxquelles on peut s'attendre. De prime abord, j'aimerais signaler qu'il y a 2 types de complications chez un drépanocytaire. Les complications aiguës et les complications chroniques. Ensuite, nous allons finir par le suivi de l'enfant drépanocytaire. Suivi qui est axé sur 3 volets, 3 grands temps. Premièrement, au moment du diagnostic. Deuxièmement, la prise en charge des différentes crises aiguës, comme je disais tantôt. Et troisièmement, comment prévenir d'abord et gérer les complications si jamais elles arrivaient sur le long terme. Alors, en guise de généralité, comme définition, certainement que vous la connaissez déjà, la drépanocytose est définie comme étant une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive. Elle est caractérisée par le remplacement de l'acide glutamique, qui, elle, est hydrophile, par la valine en position 6 de la chaîne bêta de la globine. Vous avez bien remarqué ici que la valine qui remplace l'acide glutamique en position 6, elle est hydrophobe. Et c'est de là que va découler toutes les propriétés biochimiques de l'hémoglobine pathologique HbS. Et donc, pour me répéter un peu, il faudrait que je précise que la drépanocytose est une anomalie qualitative de l'hémoglobine. Contrairement aux thalassémies qui
elles sont des anomalies quantitatives. C'est-à-dire que dans ces cas, on aura une hémoglobine effectivement synthétisée, mais qui sera de structure ou alors de forme anormale. La drépanocytose se manifeste principalement par la falsiformation des globules rouges, encore appelés hématies, dû à leur contenu en hémoglobine anormale S. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce sujet? Pourquoi est-ce que nous avons décidé de reparler de la drépanocytose aujourd'hui? Tout d'abord, la drépanocytose, c'est la première maladie génétique dans le monde entier. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous parce qu'elle touche surtout plus les Africains. Donc, on a une forte prévalence en Afrique entièrement et encore plus en Afrique subsaharienne. On estime la prévalence dans cette région à environ 60%. Au Cameroun, la prévalence de la drépanocytose est d'environ 22,3%. Une autre raison pour laquelle nous décidons de ramener ce sujet, c'est que la drépanocytose n'est pas forcément comme les autres maladies. Elle est différente en ceci que, d'une part, elle est chronique, mais au cours de la vie du drépanocytaire, on aura de façon répétée des crises aiguës, ce qui fait en sorte que le suivi doit donc être méticuleux pour assurer une longévité chez ceux-ci. La drépanocytose est également intéressante à étudier parce que il y a la possibilité d'entreprendre une prévention primaire, dans le sens où par le conseil et le dépistage prénuptial, on peut prévenir les grossesses non désirées, c'est-à-dire les grossesses entre deux porteurs du trait drépanocytaire qui éventuellement pourraient aboutir à un enfant drépanocytaire. Et un volet préventif secondaire aussi parce que en l'étudiant, on saura, enfin, je l'espère, d'ici la fin de la présentation, nous saurions tous comment prendre en charge les différents événements pathologiques qui peuvent survenir au cours de la vie d'un drépanocytaire. Nous allons faire quelques rappels pour dire qu'au cours de la vie humaine, on a 3 types d'hémoglobine normale. Premièrement, l'hémoglobine embryonnaire qui prédomine pendant la vie intra-utérine. Et ensuite, on a l'hémoglobine fœtale. Et enfin, l'hémoglobine adulte. Il faut noter que chez le drépanocytaire, la production de l'hémoglobine anormale S est l'élément distinctif, est l'élément discriminant entre un drépanocytaire et un sujet normal. Les effets de cette hémoglobine anormale S commencent à se ressentir vers l'âge de 6 mois avec la chute de l'hémoglobine F qui sur notre courbe est la courbe rouge, deuxième courbe rouge descendante. Et donc, elle correspond au type d'hémoglobine sigma gamma. On constate tous qu'elle commence à décroître, à chuter à partir de 6 mois. Si vous voyez le point d'intersection entre les deux lignes rouges au centre du graphique, vous remarquerez qu'il y a une qui décrit une courbe descendante, tandis que l'autre décrit une courbe ascendante. Et bien la courbe qui descend est celle qui correspond au taux d'hémoglobine fœtale à l'âge de 6 mois. Elle décroît donc ainsi, tandis que l'hémoglobine adulte, représentée ici par bêta-alpha, augmente progressivement. Mais chez le drépanocytaire, au lieu de l'hémoglobine adulte, on aura plutôt l'hémoglobine anormale S, qui augmentera en lieu et place de l'hémoglobine normale adulte. Autre rappel pour dire que l'hémoglobine S a une propriété biochimique particulière qui est de polymériser, de s'agglutiner en contexte d'hypoxie intracellulaire. Ce processus, les biochimistes l'ont appelé la gélification. Et c'est de là que va partir les modifications de la forme du globule rouge d'une forme en disque biconcave à une forme en virgule ou alors une forme falciformée. De cette modification de la forme du globule rouge, il va arriver qu'il va devenir plus rigide, mais en même temps plus fragile. Et la fragilité de l'hémoglobine du globule rouge sera donc responsable d'une part des hémolyses massives et donc de l'anémie chez le drépanocytaire, et d'autre part
des crises vaso-occlusives dues à l'agglutination de ceux-ci dans la microcirculation. De ce fait, on aura une augmentation du risque d'ischémie et aussi de la survenue des infections. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut bien faire le diagnostic de la drépanocytose devant un enfant symptomatique. Tout d'abord, on va voir quand est-ce qu'il faut penser à la drépanocytose lorsqu'on est en face d'un enfant symptomatique. Alors, devant un enfant qui a une anémie sévère ou à répétition, un enfant qui a un ictère, un enfant qui émet des urines Coca-Cola, un enfant qui présente une dysmorphie faciale qu'on appelle généralement le faciès drépanocytaire, mais qui en fait est une thyricéphalie. Un enfant qui présente également des troubles de la croissance, des crises douloureuses, une susceptibilité accrue aux infections et des antécédents familiaux du trait drépanocytaire. Tous ces éléments devraient attirer l'attention pour évoquer le diagnostic de drépanocytose chez un tel enfant. Maintenant, comment poser le diagnostic? Toujours en 3 temps, comme pour toute autre maladie. Premièrement, à l'anamnèse, ensuite à l'examen physique. Et on peut se faire aider par les examens paracliniques. D'abord, à l'anamnèse, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Chez un tel enfant, il faut rechercher des antécédents de crise douloureuse, notamment le syndrome Tiemann, qui est assez fréquent chez les enfants, entre 6 mois et 18 mois. Il faut également rechercher une notion d'infection, une notion d'hospitalisation à répétition, des antécédents de polytransfusion et des antécédents familiaux de drépanocytose ou alors des traits drépanocytaires chez les parents. À l'examen physique, il sera question de rechercher un retard staturo-pondéral, un retard pubertaire qu'on pourra classer selon les différents stades de Tanner, de rechercher également un syndrome d'anémie hémolytique qui se caractérisera essentiellement par une anémie, un ictère, une hémoglobinurie et une hépatosplénomégalie. On pourra également retrouver un syndrome douloureux et un syndrome inflammatoire à réponse systémique pouvant être confondu à un syndrome infectieux. Maintenant, pour ce qui est des examens paracliniques à visée diagnostique tout d'abord, il est très important pour moi de préciser ici que ces examens peuvent se faire en anténatal, en période néonatale ou encore tardivement, c'est-à-dire quand l'enfant est un peu plus grand. Alors, en période anténatale, cet examen paraclinique est plus indiqué pour les couples porteurs du trait drépanocytaire. Il se fait idéalement entre la 12e et la 15e semaine d'aménorrhée. Et comment est-ce qu'il se fait? Il se fait par amniosynthèse ou alors par ponction biopsique des villosités placentaires. À partir du prélèvement, on peut alors faire des examens de biologie moléculaire afin d'identifier le gène responsable de la drépanocytose. Ensuite, en période néonatale, on peut pratiquer un autre examen complémentaire qu'on appelle la focalisation isoélectrique. En fait, il s'agit d'une forme d'électrophorèse un peu plus sophistiquée, donc de haute performance. Et cet examen est intéressant en ceci que fait précocement, donc en période néonatale, il permet d'initier le plus rapidement possible la prophylaxie, notamment contre l'infection à Streptococcus pneumoniae. Et donc, un tel enfant ne pourrait se porter que plus bien durant le reste de sa vie. Nous avons ensuite les examens complémentaires à visée diagnostique qui peuvent se faire tardivement, notamment celui auquel nous sommes le plus habitués, qui est l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est l'examen diagnostic de certitude. Il consiste à identifier l'hémoglobine S à partir des bandes de migration électrophorétique des différents types d'hémoglobine qu'on peut retrouver dans le sang. Maintenant, il y a cet autre examen paraclinique qui peut également se faire chez un enfant qu'on voit un peu plus tardivement. C'est le sickle scan. En fait, il s'agit d'un test de diagnostic rapide qui permet de retrouver l'hémoglobine normale A, mais aussi les formes pathologiques telles que l'hémoglobine S et l'hémoglobine C.
ce genre d'examen, ce genre de tests, de diagnostics rapides est un peu moins fiable parce que sa sensibilité, sa spécificité sont un peu moindres, mais ils sont idéaux pour les tests prénuptiaux, les dépistages des nouveau-nés et également en contexte de dépistage massif ou alors en campagne de dépistage. Nous avons également le test d'Emel, qui en fait est un type de frottis sanguin qu'on réalise et puis qu'on place sous un microscope pour détecter les cellules falciformes. À droite, nous avons estimé important d'ajouter quand même une image pour vous montrer à quoi cela peut ressembler sous un microscope électronique. Donc, le test d'Emel tend à disparaître au fur et à mesure que la technologie évolue, mais il faut quand même noter que chez nous en Afrique, dans les zones reculées, à ressources médicales un peu moins, il est encore pratiqué. Une fois qu'on a eu à faire tous les examens complémentaires à visée diagnostique, on peut également réaliser quelques-uns à visée d'orientation ou alors de retentissement. Tenez, la numération formule sanguine. Elle, qu'est-ce qu'elle nous montrera? Elle nous montrera une hyperleucocytose en dehors de toute infection, qui est assez curieux, ce qui serait anormal chez un enfant plutôt bien portant, mais est assez fréquent chez un enfant drépanocytaire. En outre, on peut également avoir la numération formule sanguine, une anémie, ici normocytaire, normochrome, parce qu'il s'agit d'une anémie hémolytique. Également, on peut retrouver une thrombocytémie à cause des phénomènes de thrombose qui sont accentués chez l'enfant drépanocytaire. Le frottis sanguin, quant à lui, nous montrera toujours des drépanocytes et occasionnellement, on peut retrouver quelques inclusions cytoplasmiques qu'on appelle les corps de Rowell-Joly, qui sont en fait des remnants cytoplasmiques au sein du globule rouge. Remnants qui, en principe, sont censés être éliminés par la rate qui, chez le drépanocytaire, est dysfonctionnelle. Et donc, ces globules rouges arrivent à échapper au contrôle des macrophages spléniques. Maintenant, voyons quelles sont les complications auxquelles on peut s'attendre chez un drépanocytaire. Nous disions au début de notre présentation qu'elles sont de deux ordres. Elles peuvent être aiguës ou alors chroniques. Tout d'abord, les complications aiguës. Il y en a trois essentiellement. Nous avons d'abord le chef de file qui sont les crises vaso-occlusives qui peuvent être douloureuses ou non douloureuses. Lorsqu'elles sont douloureuses, on peut citer par exemple les crises vaso-occlusives ostéo-articulaires des membres, abdominales, thoraciques ou encore le priapisme. Elles peuvent également être non douloureuses comme c'est le cas dans un AVC ou parfois dans un syndrome thoracique aigu. Ensuite, nous avons les crises d'anémie qui sont essentiellement hémolytiques dues à l'hyperfragilité des globules rouges. Mais ils peuvent également survenir par séquestration, par piégeage, par capture de la masse sanguine circulante au niveau de la rate. Et ensuite, le troisième mécanisme de l'anémie, c'est l'aplasie qui peut survenir secondairement à un épuisement de la moelle osseuse. En trois, nous avons les infections qui sont assez fréquentes chez les drépanocytaires et généralement dues aux bactéries encapsulées. On peut citer ici le Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Salmonella typhi et sans. Nous allons revoir les crises aiguës du drépanocytaire en image cette fois-ci. Alors, là, j'ai ajouté quelques images de la crise vaso-occlusive, une représentation de la crise vasculaire, de la crise vaso-occlusive ostéo-articulaire à droite, première image à droite, et ensuite une autre image du syndrome Pierre-Main qui est assez fameux en termes de drépanocytose, mais qu'on peut aussi appeler dactylite. Ensuite, une représentation des crises abdominales et des crises douloureuses thoraciques. Ceci pour dire que les crises vaso-occlusives douloureuses peuvent être assez polymorphes. Elles sont les crises les plus fréquentes
en aigu et très souvent elle s'associe d'un syndrome inflammatoire, mais avec une fièvre qui dépasse très rarement 38,5 degrés Celsius. Quelques images pour illustrer également les crises vaso-occlusives non douloureuses, notamment avec l'accident vasculaire cérébral et les séquelles neurologiques qui peuvent en découler. Nous avons ajouté un cliché d'IRM à l'extrême gauche et au milieu, on a un cliché de la radiographie du thorax pouvant montrer des lésions, des infiltrats visibles au cours d'un syndrome thoracique aigu. Nous avons également ajouté une image du priapisme. Il est important de préciser ici que quel que soit le type de crise vaso-occlusive, les facteurs qui favorisent la survenue sont toujours identiques. On a le stress, la consommation d'alcool, notamment chez les adolescents, comme nous sommes en pédiatrie, naturellement. Nous avons également la période des règles chez les jeunes dames. Nous avons la désaturation en oxygène, l'infection, la déshydratation, les variations de la météo, notamment la sécheresse et le froid en Afrique, et également les efforts physiques intenses. Des images également pour illustrer le deuxième type de crise aiguë, le plus fréquent chez le drépanocytaire, les crises d'anémie hémolytique, où on retrouve essentiellement une pâleur pouvant être palmoplantaire, un ictère ou alors un subictère limité aux conjonctives, une hémoglobinurie, encore communément appelée urine Coca-Cola. Cette anémie hémolytique peut nécessiter parfois une transfusion sanguine, comme vous pouvez le voir en image. Montrant à gauche une rate en pleine séquestration. Si on avait un cliché contrôle, vous verrez bien qu'elle est augmentée du volume dû à l'intense activité qui s'y déroule au cours d'une séquestration spinale. Troisième type de crise aiguë chez le drépanocytaire, ce sont les infections qui sont surtout dues aux germes encapsulés. Nous avons précédemment cité quelques-uns. Et ces infections sont essentiellement le stéomyélite ou encore les infections ostéo-articulaires. Nous avons également les pneumonies qui peuvent s'associer à un syndrome thoracique aigu, les méningites qui sont assez fréquentes dues à Neisseria meningitis, les infections urinaires qui, elles, se retrouvent le plus souvent chez les porteurs du trait drépanocytaire, donc les AS, comme on les appelle communément, la cellulite périorbitaire et également les septicémies qui sont non moins fréquentes chez le drépanocytaire. Des crises vaso-occlusives peuvent également s'installer sur le long terme. Ceci nous permet d'introduire les complications chroniques. Les complications chroniques principales dues aux crises vaso-occlusives sont essentiellement la nécrose aseptique de la tête fémorale, la rétinopathie drépanocytaire, les ulcères des jambes. Et comme complication chronique de l'anémie hémolytique, on peut avoir le faciès drépanocytaire, qui est une thyricéphalie, des troubles de la croissance et le retard pubertaire. Nous pouvons également aussi avoir des lithiases ou alors des cholécystites secondaires à une augmentation du cycle de la bilirubine, qui elle-même est due à une augmentation du cycle de l'hémolyse. Nous pouvons également avoir des néphropathies drépanocytaires et également des cardiopathies drépanocytaires qui sont secondaires à la l'anémie chronique. Maintenant, qu'en est-il du suivi de l'enfant drépanocytaire? 3 temps principaux, comme nous le disions tout à l'heure. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire au moment du diagnostic? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire si une crise aiguë survient? Comment prévenir la survenue des complications? Tout d'abord, voyons quels sont les buts recherchés lorsqu'on suit un drépanocytaire. Essentiellement, il s'agit de limiter au maximum la survenue des crises aiguës, de pouvoir les prendre en charge efficacement si jamais elles surviennent, de prévenir les complications chroniques et prévenir la récidive. Qu'est-ce qu'il faut donc faire au moment du diagnostic? Après l'annonce du diagnostic, il sera question pour nous de rassurer les parents, de les informer au mieux qu'on pourra sur ce que c'est que la drépanocytose,
les expliquer les modalités de la prise en charge, notamment la fréquence des rendez-vous, les parler des associations des drépanocytaires qui peuvent exister afin de promouvoir la prise en charge psychologique. Au moment où on pose le diagnostic, c'est également le lieu pour nous de revoir le calendrier vaccinal de l'enfant. Jusqu'où est-ce qu'il a reçu ces vaccins? Il est également question pour nous de refaire un examen physique complet de l'enfant à la recherche des signes d'alerte ou alors des complications. Au terme de notre examen physique, un certain nombre d'examens complémentaires peuvent être demandés pour étayer ce qu'on aura trouvé à l'examen physique. Les examens complémentaires les plus importants sont notamment l'hémogramme à la recherche d'une anémie ou alors d'une hyperleucocytose à prédominance granulaire pouvant signer un sepsis en cours, une numération du taux des réticulocytes qui pourrait nous informer si l'anémie est régénérative ou pas, le groupe sanguin reçu naturellement puisqu'il s'agit des enfants qui sont susceptibles d'être transfusés à tout moment, la fonction hépatique notamment avec le dosage des transaminases, la fonction rénale, ils seront certainement sur un certain nombre de médicaments. Il faudrait s'assurer qu'ils les métabolisent et les éliminent effectivement. Alors, nous doserons du récréat plasmatique. Nous ferons également des tests sérologiques, notamment du VIH, des hépatites virales, B et C principalement. Au moment du diagnostic, nous pouvons également être amenés à demander d'autres examens, outre que ceux qui sont les plus importants. Ceux-ci se feront selon le cas, selon les trouvailles que l'on aura eues au cours de l'examen clinique. C'est ainsi qu'on pourra être amené à demander une radiographie standard des os longs, si jamais on estime ou alors si jamais on pense que l'enfant a eu une infection stéréoarticulaire ou alors une stéréomyélite. On pourra également demander une échographie abdominale pour voir l'évolution de la rate. Ici, pour rappel, il est à noter que normalement, la rate s'atrophie normalement chez le drépanocytaire. Au-delà de 5 à 6 ans, on ne devrait plus palper une rate augmentée de taille. On ne devrait plus avoir une splénomégalie à cause du phénomène d'autosplénéctomie qui survient généralement autour de 3 ans. Nous pouvons également être amenés à demander une échographie cardiaque à la recherche d'une cardiopathie drépanocytaire, notamment avec une altération de la fonction du ventricule gauche. Nous pouvons également demander un scanner cérébral. Si jamais à l'examen physique, on se rend compte que notre enfant a un déficit neurologique, ce sera le lieu pour nous de confirmer s'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ischémique, comme c'est généralement le cas chez les drépanocytaires. Le doppler transcrânien, quant à lui, il permet d'estimer le risque de survenue d'accident vasculaire cérébral chez un enfant qui n'en a pas encore eu. Toujours au moment du diagnostic, on peut également être amené à revenir sur l'éducation thérapeutique, notamment expliquer aux parents ce que c'est que la drépanocytose en des termes très simples cette fois-ci pour qu'ils puissent très bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Il faudra également préciser qu'il s'agit d'une maladie de transmission génétique et donc les parents sont susceptibles de transmettre à leur tour à leurs enfants. Il faudra revoir également la nécessité d'observer, faire une éducation thérapeutique aux parents sur la nécessité d'observer les prophylaxies, notamment les vaccins, les médicaments, l'hygiène de vie et l'hydratation qui est primordiale chez le drépanocytaire. Ce sera également le lieu de souligner la nécessité d'honorer les rendez-vous et également les examens complémentaires. Pourquoi est-ce que nous avons ajouté ce point? Parce que comme la drépanocytose, c'est une maladie chronique, très souvent on est amené à faire de façon répétitive la plupart des examens. Et ceci peut sembler décourageant ou alors épuisant pour la famille sur le long terme. Au moment du diagnostic, on pourra également profiter pour faire une éducation sur les signes qui imposent une consultation d'urgence. Nous expliquerons aux parents
que si jamais l'enfant venait à être pâle, fatigué, à avoir une altération de l'état général, les parents devraient le ramener aussitôt à l'hôpital. Également, une éducation sur le type de douleur et les antalgiques qu'on peut administrer à domicile à un drépanocytaire, une éducation sur la surveillance de la fièvre, sur la survenue des vomissements, sur l'augmentation brutale du volume de l'abdomen, pour lequel on peut enseigner aux parents comment palper la rate. Il sera également question pour nous d'enseigner aux parents comment se présente un préavis. À la suite de l'éducation thérapeutique, il sera également nécessaire pour nous de faire un certain nombre de prescriptions. D'abord, la prescription pour la vaccination effective de ces enfants. Ils devraient recevoir tous les vaccins que tout autre enfant reçoit, notamment ceux du programme élargi de vaccination. Mais en plus, ils devront recevoir absolument les vaccins recommandés, notamment ceux en prévention des infections OGM encapsulées, notamment le vaccin contre la méningite, le vaccin contre le pneumo 23 que l'enfant recevra à partir de 18 mois et dont on fera un rappel tous les 3 à 5 ans, le typhime 6 qui se donne également autour de cette période et dont le rappel se fait toujours également se fait toujours également tous les 3 à 5 ans. Le vaccin grippe, lui, qui se fait tous les ans à cause des mutations continues du virus de la grippe. Il sera également question pour nous de faire une prescription de prophylaxie. Prophylaxie qui sera axée essentiellement sur la prévention du Streptococcus pneumoniae, qui est l'une des bactéries les plus retrouvées chez les drépanocytaires. C'est ainsi qu'on prescrira la pénicilline à une posologie de 50 000 unités internationales par kilogramme par jour, entre 50 000 et 100 000 unités internationales par kilogramme par jour. À défaut de la pénicilline B, on pourra prescrire l'amoxicilline en remplacement à une posologie de 125 mg 2 fois par jour chez les enfants de moins d'1 an et à 250 mg 2 fois par jour chez les enfants entre 1 et 5 ans. Pour ce qui est des autres prophylaxies, il sera également question pour nous de prévenir la survenue ou alors l'aggravation de l'anémie chez nos enfants par la supplémentation en acide folique à une posologie de 50 mg par jour, par les prophylaxies antipalus qu'on prescrira tous les 3 mois, notamment les artémisinines combine thérapie, appelée également ACT. Le déparasitage se fera également systématiquement tous les 3 mois. Il sera question de remettre une ordonnance d'antalgie pouvant être achetée et utilisée à la maison ou pas. Maintenant, qu'en est-il de la prise en charge des crises aiguës chez le drépanocytaire? À chaque fois qu'on a un enfant qui présente une crise, une complication aiguë, il sera question pour nous d'examiner le malade et de déterminer le type de crise en question. Il sera également pour nous, question pour nous de gérer l'urgence en question, c'est-à-dire faire un traitement symptomatique si besoin y est, d'identifier le facteur qui déclenche la crise aiguë en question, de réévaluer le suivi de notre drépanocytaire, de renforcer l'éducation et de planifier le prochain rendez-vous à la sortie de l'hospitalisation. Concernant les crises vaso-occlusives, il est important pour nous de préciser ici qu'une crise vaso-occlusive peut se prendre en charge à la maison, à domicile ou alors à l'hôpital. Mais seulement ceci doit obéir à un certain nombre de critères. Elle peut être prise en charge à la maison si elle est légère ou alors modérée, c'est-à-dire correspondant à une valeur inférieure à 7 sur l'échelle visuelle analogique. Il sera donc question, comme ça, à domicile, d'administrer, d'hydrater au maximum l'enfant à raison de 3 litres par mètre carré de surface corporelle par voie orale.
À la maison également, on pourra administrer des antalgiques de palier 1, notamment le paracétamol Perros à 60 mg par kilogramme toutes les 24 heures en 4 prises, c'est-à-dire bien reparties sur le nictémère pour éviter les périodes de pic de fièvre au cours de la journée. Si ce traitement s'avère inefficace à la maison, on pourra également associer au paracétamol d'autres antalgiques du palier 1, notamment l'aspirine, toujours à une dose de 60 mg par kilogramme par 24 heures, 4 prises, ou alors de l'ibuprofène à 40 mg par kilogramme par 24 heures, toujours réparti sur le nictémère, ou encore ajouter un antispasmodique s'il s'agit d'un enfant qui a une crise douloureuse abdominale, notamment le spasfon, à raison d'1 mg par kilogramme toutes les 8 heures. En cas de persistance des douleurs après 30 minutes, 30 à 45 minutes, ou alors des douleurs intenses, on pourra également associer à ce traitement d'antalgique de palier 1 un antalgique de palier 2 qui est autorisé à administrer à la maison, notamment la codéine. Et ceci peut se faire à une posologie de 0,5 à 1 mg par kilogramme par 24 heures, répartie en 4 prises également. Il faut noter que la codéine s'administre à partir d'un an. Maintenant, lorsque la crise vaso-occlusive ne peut pas être contrôlée à la maison, c'est le cas, par exemple, lorsqu'elle est associée à une fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius, lorsqu'elle est d'une intensité supérieure à 7 sur 10 à l'échelle visuelle, à l'évaluation de la douleur, ou encore lorsqu'on a une absence d'amélioration du traitement antalgique à la maison. Parfois également, la crise douloureuse peut susciter un traitement en hospitalisation lorsqu'on redoute un syndrome thoracique aigu. Alors, une fois à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fera pour l'enfant pour améliorer sa condition? C'est la question pour nous toujours d'hyperhydrater l'enfant, mais cette fois-ci par voie intraveineuse, notamment à 2,5 ou 3 litres par mètre carré de surface corporelle par 24 heures. D'y associer à cette hyperhydratation l'administration d'antalgiques, notamment l'association de palier 1 et palier 2. Les plus utilisés sont le paracétamol, qu'on associe très fréquemment au tramadol, à raison d'1 mg par kilogramme toutes les 8 heures. Et parfois, certains praticiens préconisent également la jonction d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Dans tous les cas, retenez qu'en règle générale, il faudra toujours associer, même si on estime qu'on doit passer un palier 2, il faudra toujours y associer un antalgique de palier 1, notamment le paracétamol, à cause de la différence des mécanismes d'action antalgique. En cas d'échec des antalgiques du palier 2, on pourra exceptionnellement passer à l'administration de la morphine. Chez nous, en Afrique, l'utilisation de la morphine est un peu restreinte, mais en Europe, on a une utilisation un peu plus fluide comparée à notre contexte. De toute façon, très rarement, chez nous, on sera amené à utiliser la morphine. Dans plus de 90% des cas, l'association paracétamol, tramadol, plus ou moins anti-inflammatoire, suffit amplement pour juguler les douleurs. Maintenant, parlant de la prise en charge d'une crise d'anémie qui survient chez un enfant drépanocytaire. La prise en charge de l'anémie chez l'enfant drépanocytaire peut se faire en deux temps. Premièrement, on peut la prévenir en administrant de façon quotidienne l'acide folique à raison de 5 mg par jour. Mais lorsque l'anémie devient décompensée, il est idéal de faire une transfusion sanguine. Et généralement, le taux d'hémoglobine qui est visé au cours d'une transfusion sanguine est de 9 grammes par décilitre, ce qui correspond à notre hémoglobine cible. Alors, quelle est la formule qu'on utilisera pour faire la transfusion d'un enfant? Avant de voir cette formule, j'aimerais préciser d'abord que, idéalement, on devrait transfuser du cryoglobulaire. Mais dû au fait que parfois on ne puisse pas l'avoir sous la main, on peut accessoirement le remplacer par du sang total. La formule qu'on utilisera pour le cryoglobulaire,
sera la différence entre l'hémoglobine désirée, généralement 9 grammes par décilitre, et de l'hémoglobine actuelle du malade. De cette différence, on fera une multiplication par 3 et ensuite, on multipliera par le poids de l'enfant pour avoir la quantité, le volume exact en millilitres de sang à transfuser pour régler le problème d'anémie aiguë. À défaut du sang total, comme je le disais tantôt, idéalement, on devrait administrer du culot, mais dû au fait qu'on ne l'est pas toujours sous la main, parfois on peut être amené à transfuser du sang total. Maintenant, pour ce qui est de la prise en charge des infections chez l'enfant drépanocytaire, devant un enfant drépanocytaire qui fait une septicémie ou toute autre infection, il est indispensable de réaliser des hémocultures. En plus des hémocultures, on pourrait être amené à faire d'autres prélèvements infectieux, notamment un prélèvement pour examen cytobactériologique urinaire après avoir eu des nitrites ou alors des leucocytes à la bandelette urinaire. À ces examens à visée diagnostique, on pourra également faire l'hémogramme, le dosage de la CRP et le dosage également des gaz du sang afin de pouvoir juger du retentissement de l'infection sur le drépanocytaire. Il est également important de noter que devant une suspicion d'infection, il faut absolument, après les prélèvements, débuter une antibiothérapie probabiliste, généralement à un antibiotique qui est à large spectre. Très fréquemment, c'est de la céphtriaxone qu'on peut ou pas associer à la gentamicine selon la fonction rénale. Il faut dire que l'antibiotique doit être bien ciblé et idéalement, il s'agira d'une antibiotique bactéricide. En plus de l'antibiothérapie, on pourra être amené chez un enfant qui a un syndrome thoracique aigu, par exemple, à faire une oxygénothérapie afin d'élever sa saturation en oxygène au-delà de 95%, de lui faire cette fois-ci une hydratation normale pour prévenir les complications, de faire un traitement antalgique qu'on associe toujours à cause des douleurs thoraciques qui peuvent y être associées, une antibiothérapie à base de céphalosporine de 3e génération qu'on peut associer à un aminoside et toujours y adjoindre un macrolide pour 3 jours. La spirométrie incitative dans ces cas est également indispensable pour favoriser la compétence pulmonaire. Concernant le priapisme, sa prise en charge peut également se faire à domicile ou alors à l'hôpital. Au tout début de la crise, on peut faire boire abondamment l'enfant, lui administrer quelques antalgiques qu'on aura sous la main à la maison et tenter de le faire uriner assez fréquemment. Et parfois, on peut être également amené à faire prendre à l'enfant un bain pour entraîner la détumescence du priapisme. Si cette prise en charge ne marche pas, on pourra également essayer un traitement médical à l'hôpital, notamment l'injection intracaveineuse d'éthylférine, afin de provoquer une vasoconstriction des artères caverneuses et ainsi diminuer l'érection. Dans les cas où le traitement médical ne marche pas, exceptionnellement, on peut être amené à entreprendre un traitement chirurgical, notamment par ponction à aspiration du contenu sanguin des corps caverneux. Maintenant, qu'en est-il des accidents vasculaires cérébraux? Qu'en est-il des accidents vasculaires cérébraux? Devant un cas d'AVC, il sera question pour nous d'hospitaliser l'enfant en unité de soins intensifs et de très rapidement réaliser une imagerie qui peut être soit une IRM ou alors un scanner cérébral, qui très souvent, dans la plupart des cas chez un enfant drépanocytaire, nous montrera un accident vasculaire ischémique. Chez ces patients, il sera question pour nous de prendre en charge surtout les accidents cérébraux
qui sont liées il sera essentiellement question pour nous de prendre en charge les complications qui peuvent être liées aux abscesses, notamment l'hypoxie, l'hypotension artérielle, l'hypoglycémie et l'hypercapnie. En fonction du cas, on sera donc amené à administrer la thérapie qui sied pour pouvoir prendre en charge la source en question. En cas d'anémie, avec un taux d'hémoglobine inférieur à 7 grammes par décilitre, chez un enfant drépanocytaire qui a un AVC, il faudrait automatiquement faire une transfusion sanguine afin d'élever son taux d'hémoglobine à 9 grammes par décilitre, ce qui serait protecteur pour la suite de la prise en charge de son accident vasculaire cérébral. Pour ce qui est des complications chroniques au cours de la drépanocytose, le principe est surtout de prévenir et de surveiller. Prévenir pour que celles-ci, ces complications n'arrivent pas. Et si jamais on se retrouve à faire face à l'une d'elles, il faudrait surveiller et la prendre en charge en collaboration avec le spécialiste concerné. C'est ainsi que si on a un enfant qui a un AVC, par exemple, sa prise en charge sera multidisciplinaire en collaboration avec un neurologue. Si on a un enfant qui présente une cardiopathie drépanocytaire, ce sera le lieu pour nous de voir le cardiopédiatre ou alors le cardiologue afin d'optimiser sa prise en charge. Il en est de même pour la rétinopathie drépanocytaire avec un ophtalmologiste, des ulcères des jambes avec un chirurgien infantile ou alors un chirurgien généraliste. Nous ne pouvons pas finir cette présentation sans voir ou alors revoir quelques avancées thérapeutiques qui ont marqué la prise en charge des drépanocytaires, notamment avec un médicament assez exceptionnel qu'on appelle l'hydroxyurée. C'est quoi l'hydroxyurée? En effet, il s'agit d'un médicament antimitotique et donc une chimiothérapie, mais qui a pour rôle de déplacer l'érythropoïèse vers la production des érythroblastes riches en hémoglobine fétale. Permettez-moi de rappeler ici que l'hémoglobine fétale, la présence de l'hémoglobine fétale chez un drépanocytaire est protecteur, car il limite la survenue des crises vaso-occlusives et donc toutes les complications qui peuvent en découler. Mais l'hydroxyurée n'a pas que des avantages. Comme inconvénient, on lui reproche une myélotoxicité, une tératogénicité. Certains chercheurs évoquent une cancérogénicité, mais ce qui se fait le plus ressenti chez les parents et donc au niveau social, au cours de la prise en charge d'élèves enfants drépanocytaires, c'est le coût qui est parfois insupportable pour les parents des enfants qui sont sous hydroxyurée. Il est également important pour nous de préciser ici que la mise en place d'une thérapie à l'hydroxyurée peut nécessiter la considération de certains facteurs chez un enfant, notamment son âge, la survenue des crises majeures chez l'enfant en question et leur fréquence, la fonction rénale de l'enfant, son état hématologique, rien que pour citer que cela. Un enfant qui est sur hydroxyurée nécessite une surveillance particulière. Il est question chez ces enfants de faire au moins une numération commune sanguine tous les mois afin de pouvoir évaluer son état hématologique. Comme nous l'avons mentionné au début de nos propos sur l'hydroxyurée, il peut être myélotoxique et donc entraîner une pancytopénie. Quelles sont les indications de l'hydroxyurée? Les nouvelles recommandations, en principe, veulent que tout enfant à partir de 9 mois tout enfant drépanocytaire à partir de 9 mois puisse être mis sous hydroxyurée. Mais il est à noter que chez nous, ceci n'est pas toujours le cas. Premièrement, à cause du coût de l'hydroxyurée qui n'est pas toujours facile à pouvoir s'en procurer pour les parents, et aussi secondairement à cause de la surveillance qui est tout aussi onéreuse.
Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait administrer l'hydroxyurée chez un enfant chez qui on a posé des indications? L'administration de l'hydroxyurée se fait de façon progressive. Tout d'abord, on commencera par 15 mg par 15 à 20 mg par kg par jour, qu'on augmentera progressivement pour atteindre une dose maximale entre 30 à 35 mg par kg par jour. Concernant les nouvelles thérapeutiques, chez l'enfant drépanocytaire, on note également que certains cliniciens recommandent de faire une supplémentation au magnésium qui a la faculté de réduire l'état de déshydratation qui caractérise les drépanocytaires. Quand on sait que la déshydratation est un facteur de risque de survenir des crises vaso-occlusives chez les drépanocytaires, on comprend aussitôt la place du magnésium. C'est également le cas du zinc qui, lui, par contre, améliorerait les paramètres anthropométriques et donc agirait contre le retard staturo-pondéral et le retard pubertaire chez les drépanocytaires. Alors, nous avons également cru bon d'ajouter quand même quelques éléments de surveillance paraclinique chez l'enfant drépanocytaire. Cela pourrait sembler un peu comme de la répétition, parce que là, on retrouve toujours l'hémogramme et la numération des réticulocytes qui devront se faire idéalement tous les 3 mois. Le dosage de fer également préconisé chez les enfants polytransfusés afin de prévenir la survenue de l'hémochromatose. La microalbuminurie qu'on pourrait être amené à rechercher pratiquement tous les mois chez de tels enfants afin de surveiller la survenue de la néphropathie drépanocytaire. Le dosage d'anticorps anti-HBS. Étant donné que ce sont des enfants polytransfusés, il faudrait s'assurer qu'au cours d'une telle transfusion, qu'ils ne deviennent pas infectés par des virus hépatiques. On pourrait également être amené à faire le dosage des transaminases, toujours pour évaluer la fonction hépatique. Le dosage du pourcentage en hémoglobine F pour avoir une estimation du degré de protection du drépanocytaire en question. La sérologie du parvovirus B9 qui peut entraîner une aplasie médulaire et donc une pancytopénie chez les drépanocytaires. La recherche également des agglutinines irrégulières étant donné qu'ils sont fréquemment transfusés. Alors, parvenu au thème de cette présentation, en guise de conclusion, on dit que la drépanocytose est une maladie génétique fréquente en milieu africain et que le diagnostic est tout de même accessible. Il s'agit d'une maladie dont la découverte et la prise en charge précoce pourrait améliorer le pronostic sur le long terme. Elle est évitable par le conseil génétique, les tests de diagnostic prénuptiaux et anténatal surtout, ce qui sont surtout indiqués et importants pour des couples porteurs du trait drépanocytaire. On a également la possibilité thérapeutique. On a également un certain nombre de possibilités thérapeutiques, comme nous l'avons vu, avec l'hydroxyurée, l'administration ou alors la supplémentation en magnésium et en zinc, ce qui améliorerait le quotidien des enfants drépanocytaires. Un autre point très important qui ne figure pas forcément dans notre conclusion, c'est la prise en charge psychologique. Car la drépanocytose étant une maladie chronique, sur le long terme, peut entraîner un épuisement mental, un épuisement émotionnel, et donc il est importantissime d'y associer la prise en charge psychologique chez de tels enfants. Chers étudiants, chers confrères, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à tous. Nous avons suivi la brillante présentation. Ce soir, nous allons passer à la phase de questions sans plus tarder. Donc, pour poser une question, moi je suis le docteur Nkek. Pour poser une question, je vous prierai juste de lever la main et on vous passe la parole et là vous pourriez interagir. Ok, Galaxy Tab S2 qui lève la main, nous t'écoutons. Visiblement, pas de réponse. MGDDX
qui lève la main. Vas-y, si tu as une question, nous t'écoutons. Emma et Luna, qui lèvent aussi la main. Vas-y pour ta question. Jusqu'ici, je n'entends pas les autres. Okay, bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, nous t'entendons. Ok, merci beaucoup pour la présentation. J'ai 3 questions pour le docteur. Ok, Emma et Luna, vas-y, continue, on t'écoute une fois. Ok, oui, je disais, il a parlé de focalisation isoélectrique en néonatal. J'aimerais savoir si ça se fait ici au Cameroun. La deuxième question, c'est la dose d'éthyléphrine, si c'est possible de l'avoir en cas de priapisme, comment administrer, par quelle voie? Et la troisième question, c'est quel est le lien ou comment est-ce que le magnésium lutte contre la déshydratation en cas de drépanocytose? Donc, voilà les 3 questions que j'avais. Merci encore. Ok, d'accord. Donc, rapidement, comme ça, on va répondre au docteur qui demande de savoir, sa première question, est-ce que la focalisation isoélectrique se fait au Cameroun? Non, pour l'instant, non, ça n'est pas encore le cas. Mais c'est, comment dire, nous avons quand même des promesses dans ce sens-là. Mais je pense que lorsque cela se fera, ça commencera par les centres de référence d'abord. Donc, ce qui veut dire que dans l'arrière-pays, ou alors oui, dans l'arrière-pays, on mettra quand même un bon coup avant de l'avoir sous la main. Donc, pour cerner les contours de cette question, idéalement, si vous êtes vraiment au fin fond, dans la rose, vraiment dans l'arrière-pays, ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est soit faire le test des mails, ou alors, si vous pouvez vous approvisionner en test d'éternité rapide, qu'on appelle aussi cycle scan, ce serait vraiment très chouette. À défaut, vous pouvez peut-être acheminer vos prélèvements pour faire une électrophorèse d'hémoglobine dans les centres les plus agréés ou alors les plus proches de vous. Ça, c'est pour ceux qui sont en périphérie. Mais comme je disais tantôt, la focalisation isoélectrique, très bientôt, nous l'aurons sous la main dans les centres de référence. Maintenant, pour ce qui est de l'épine dont on pourrait faire une injection intracaverneuse en cas de priapisme, idéalement, elle ne se fait pas par le pédiatre. Donc, si vous êtes pédiatre, normalement, vous n'êtes pas habilité à le faire. Ou si oui, si vous devez le faire, vous le faites sous le contrôle, soit des chirurgiens infantiles, soit d'un cardiopédiatre ou alors d'un cardiologue. Ça, c'était pour ce qui est de votre deuxième question. Maintenant, le mécanisme par lequel le magnésium réduirait la déshydratation intracellulaire, là, au pif comme ça, je ne pourrais pas vous répondre exactement. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il s'agit en fait d'un jeu d'électrolytes en concentration intracellulaire et en concentration extracellulaire. Il y a des canaux ioniques particuliers qui sont mis en branle au cours de la drépanocytose. Par exemple, les canaux Gardus qui font entrer le calcium dans la cellule et qui font ressortir le potassium. Ces échanges entraînent très souvent une concentration, comment dire, hypercalcique, permettez-moi le néologisme, une concentration du calcium augmentée au sein de la cellule et qui favorise la déshydratation. Donc, le magnésium viendrait donc entrer en compétition avec de tels transports et empêcher l'influx intracellulaire du calcium qui réduit ainsi la déshydratation. D'accord, super. Merci beaucoup, docteur Kamsu. Avant de passer aux autres questions, je veux aussi dire que savoir aussi que le magnésium a des propriétés vasodilatatrices. On sait que la vascularisation est compromise chez les personnes qui ont des crises vaso-occlusives. Donc, le magnésium a des propriétés aussi vasodilatatrices et en plus de ça, des effets stabilisateurs de membrane et joue sur la membrane des globules rouges qui va améliorer les échanges liquidiens au niveau de la membrane des globules rouges et donc diminuer leur déformation en fait.
Donc, je vous enverrai plus tard un article dans le groupe qui explique un peu plus en détail ces mécanismes-là. Mais ce n'est pas largement utilisé, donc ce n'est pas le seul traitement utilisé dans le CVO. OK. Nous allons passer la parole également à Galaxy Tab. Je crois qu'il levait la main au MGDDX. Pour tous ceux qui ont des questions, levez juste la main et là, vous prenez la parole. Nous vous écoutons. Bonsoir, docteur, et merci pour la présentation. Bon, je voulais savoir, par rapport au priapisme, vous avez parlé de se réchauffer, prendre un bain chaud. Je n'ai pas compris pourquoi, le mécanisme. C'est la seule question. Non, j'ai une deuxième question. Je voulais savoir, par rapport à l'hydroxyurie, est-ce qu'il y a des critères pour placer le patient sous traitement? Alors, pour ce qui est du beurre, il faut se dire que c'est en fait pour provoquer une hypothermie relative, si je puis dire ainsi. OK? Vous faites un peu à l'enfant, il y a une différence entre la température au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau, et la température au niveau du milieu intérieur. On sait bien que la chaleur favorise la vasodilatation qui pourra entraîner le priapisme. Donc, si vous arrivez à créer cette différence de température entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, et donc en faveur de l'hypothermie, on pourrait avoir une vasoconstriction réactionnelle au niveau du pénis, et donc limiter ainsi l'érection ou alors la tunescence du pénis. Ça, c'est pour ce qui est du priapisme. Maintenant, les critères de mise sur l'hydroxyurée, je me fais une précision à ce propos. C'était plus avant qu'on prenait en compte ces critères-là, notamment la survenue de 3 crises majeures chez un enfant. De 3 crises majeures chez un enfant sur un délai de 3 mois ou d'un an. La survenue des crises de vaginocytaire aussi majeures comme l'accident vasculaire cérébral, les transfusions à répétition. Mais tout cela a pratiquement récemment été balayé du revers des mains. Et puis, de nos jours, la règle qui est en vigueur, c'est qu'on peut mettre l'enfant de vaginocytaire sous hydroxyurée. Surtout si on a un enfant qui a une fonction rénale normale, qui a une fonction hépatique normale, et dont on n'a pas, ou alors dont on n'a pas de susceptibilité d'avoir des effets secondaires à l'hydroxyurée. Et comme je l'ai dit dans la présentation, ceci c'est à partir de 9 mois. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour les 2 questions. D'accord, merci, docteur. OK, je vois qu'il y a d'autres questions. MGDDX, tu as récupéré ta connexion? Oui, docteur, j'ai récupéré. En fait, j'avais 3 questions et merci au docteur Kamsu pour la présentation. La première question, c'est, bon, toujours sur l'hydroxyurée, est-ce que le traitement, c'est à vie ou bien après une période, on mesure la quantité d'hémoglobine fétale et puis on voit que ça va, on arrête? Et puis la deuxième question, c'est, s'il vous plaît, comment vous distinguez cliniquement entre un syndrome thoracique aigu et une pneumonie? Ensuite, la dernière question, c'est concernant les transfusions. Est-ce qu'il y a un nombre de poches de sang limité par an qu'on doit administrer à un drépanocytaire pour limiter ou alors pour prévenir une hémochromatose dans le futur? Donc, la deuxième, plutôt, je vais commencer par la deuxième. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un syndrome thoracique aigu et une pneumonie? Sur le plan clinique, vous ne pourriez vraiment pas faire la différence au moins à 80% des cas. Pourquoi? Parce que les signes sont tellement similaires qu'il est difficile, même pour les cliniciens les plus fins, de faire la différence.
Dans ce genre de cas, le mieux pour vous serait de considérer le diagnostic le plus grave, c'est-à-dire le syndrome thoracique aigu. Maintenant, les critères normalement de définition des syndromes thoraciques aigus chez l'enfant, c'est la survenue des douleurs thoraciques associées à une saturation en oxygène qui est inférieure à 95%. Et un enfant chez qui, lorsqu'on fait la radiographie, on retrouve des infiltrations au niveau pulmonaire. Donc, si vous prenez en compte ces critères-là, vous voyez que rien ne vous empêche d'avoir la même chose chez un enfant de panosité qui ferait une pneumonie. À la différence que dans le syndrome thoracique aigu, très souvent, vous aurez un tableau un peu plus sévère. Donc, ce sera très probablement un enfant que vous preniez déjà en charge pour une pneumonie, peut-être virale, peut-être bactérienne, et qui va connaître une accusation, une aggravation de son tableau clinique au fur et à mesure que vous le suivez. Donc, voilà à peu près comment dresser le tableau du syndrome thoracique aigu. Et ceci m'amène à souligner un fait que je relève de 4e année sur la dépendance cytosine qui était enseignée par le professeur Obama Thérèse. Elle disait dans ce cours que cliniquement, il est pratiquement impossible de faire la différence cliniquement entre une pneumonie sévère, c'est un dépendance et un syndrome thoracique aigu. L'idéal pour vous serait de prendre en charge comme le plus grave. Si vous, par exemple, si vous entrez dans le service, vous trouvez le malade, si vous le recevez, vous le prenez en charge comme une sévère et vous suivez son évolution sur le temps. Si ça s'aggrave, vous ajoutez un macrolide et vous ajoutez l'aspirométrie incitative. Ce sont les deux différences dans les prises en charge. OK. En plus, peut-être en plus de la non-hydratation, puisque chez un enfant qui a un syndrome thoracique aigu, vous ne devez pas hydrater comme ça se fait dans le cas des autres qui ne sont pas autorisés. Ça, c'était pour votre première question. Maintenant, pour la transfusion, le nombre de transfusions, est-ce qu'on peut les limiter? Là, en aigu, si vous avez un enfant en aigu, vous ne pouvez pas vraiment estimer le nombre de transfusions que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire, c'est plutôt avoir un objectif d'hémoglobine que vous voulez, que vous souhaitez, que vous désirez avoir chez votre enfant de panosité. Généralement, c'est autour de 9, mais on peut être amené à considérer son taux d'hémoglobine de base, c'est-à-dire la valeur d'hémoglobine à laquelle il est souvent. Essayer de l'amener jusqu'à ce niveau-là. OK? Maintenant, en aigu, comme je disais tantôt, une fois que vous avez votre objectif, vous avez une quantité précise de sang à transfuser à un tel enfant. Ça, c'était pour en aigu. Maintenant, sur le long terme, de façon chronique, pour un enfant de panosité que vous suivez pendant un bon bout, est-ce qu'il existe un nombre de transfusions que vous devez le faire ou que vous devez lui faire au cours de sa vie? Non, je ne pense pas qu'une telle estimation n'existe pas encore à ma connaissance. Donc, maintenant, vis-à-vis de la survenue de l'hémocomatose, ce que vous pouvez faire, c'est transfuser en fonction de vos objectifs d'hémoglobine et puis surveiller au fur et à mesure pour voir si le taux de ferritinine s'élève dangereusement. Donc, voilà à peu près. Si vous restez normalement dans les objectifs transfusionnels, c'est-à-dire avec votre seuil, votre cible que vous voulez atteindre, normalement, vous ne devrez pas avoir de hémocomatose ou de complications chez votre enfant. Maintenant, la plupart des enfants de panosité chez qui on peut avoir une hémocomatose, c'est souvent les enfants qui, en plus d'être transfusés, bénéficient aussi d'une supplémentation en fer. C'est peut-être le mieux de rappeler que dans la drépanocytose, il s'agit d'une anémie non cytaire, non monochrome, étant une anémie hémolytique et non une anémie par carence, et non une anémie microcytaire.
Et donc, le praticien, le soignant, ne doit pas prescrire une supplémentation à un enfant drépanocytaire. Ce serait une raison de plus pour qu'il puisse faire une hémochromatose. D'accord. Pour juste essayer de résumer, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui malheureusement ne suivaient pas, c'est assez entrecoupé de ton côté. Ce que je peux dire, c'est que déjà distinguer syndrome thoracique et syndrome thoracique aigu et pneumonie chez le drépanocytaire, c'est une situation assez difficile. Bien sûr, il y a des signes cliniques évocateurs qui peuvent guider vers l'un comme vers l'autre, tout comme il y a des signes qui sont communs aux deux, mais déjà la forte douleur évoquerait plus le côté syndrome thoracique aigu, mais la désaturation peut être présente dans les deux. Dans tous les cas, vous devez forcément prendre en charge la situation la plus grave, quitte à réévaluer et revoir vos diagnostics, avoir recours aux examens complémentaires pertinents. Pour la question de la transfusion, non, il n'y a pas de limite maximale de nombre d'unités de sang d'unités de culot ou de sang à transfuser à un sujet drépanocytaire dans le but d'éviter une hémochromatose. Mais le but de la transfusion, c'est vraiment en urgence de lutter contre l'événement qui est la sévérité de l'anémie. Et donc, si vous transfusez en urgence pour lutter contre la sévérité d'une anémie, vous courez très peu de risques d'hémochromatose. D'accord? Et c'est vraiment une situation qui est rarissime dans notre contexte. Pour ma petite expérience, je n'ai jamais vu de cas d'hémochromatose dans le cas de transfusion chez le drépanocytaire. J'ai vu dans d'autres cas, je dirais même plus d'hémosidérose en fait. Donc, ce côté-là, vous n'avez pas à le craindre de ce côté-là en fait. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois il y a Dr Atem Betel qui lève la main. Nous t'écoutons. Bonsoir à tous et bonsoir Dr Moyo Betel. Adjoint, j'ai écouté la présentation avec beaucoup d'intérêt et je vais dire grand merci à Dr Moyo pour la présentation. Mais ma question, je n'ai pas vraiment une question, mais plutôt une contribution et je sais pas, j'aimerais aller plus mieux parce que je cause plus l'anglais. Je ne sais pas si ça dérange. But I just wanted to Je pense que tu peux parler en anglais. Il n'y a pas de souci. Okay. I just wanted to say that sickle cell disease being a genetic disease, normally, even though we have had a lot of advances in trying to look for a treatment, all of us, we are okay that the treatment can only come forth in the genetic sense. Many years back, they have been trying to sequence the human genome. And recently, with very sophisticated and rapid techniques of sequencing, like the next generational sequencing, they have been able to sequence the human genome and sequence all the 3 billion base pairs in less than an hour. So they have been able now to be able to identify particular genes that are actually involved in the process, and advances now are not only towards developing or managing the treatment with hydroxyurea, but they are trying to already bring forth other treatments in the sense of the human genome. For instance, there is currently a clinical trial that is going on where they have already identified transcription regulators. When Dr. Moyo was presenting, he indicated that the fetal hemoglobin at a certain time starts disappearing for the adult hemoglobin to take over. That process occurs when there is an expression of a particular gene that stops the production of the fetal hemoglobin. So what geneticists are trying to do, or research is trying to do, is to reinduce
that is to make sure that the fetal hemoglobin production in even people who are sickle cell carriers continues. That is, they try to knock out that gene that stops the production of the fetal hemoglobin and allows the fetal hemoglobin to continue. That is one of the therapeutic advances that is actually already taking place. Another thing was also the transcription with stem cells. In settings which are not actually our settings, they have already tried transplantation of stem cells from immunologically matched siblings. They take from siblings that match immunologically to our patients. Or in even certain situations, they have started thinking of viral infection. Those are things that are already being tried. Viral infection of the bone marrow cells. It means that they try to infect the bone marrow cell of that particular sickler with a virus that can actually cause an expression of a virus that has anti-sickling, that prevents the sickling of red blood cells. That virus is going to express itself and make sure that the beta branch or the beta globin actually does not continuously sickle in that sense. I want to say it was a great meeting and thank you. I am not in clinical medicine, but I'm actually in clinical biochemistry. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Atem, pour cette énorme contribution. Tu m'as juste devancé, c'est aussi un commentaire que je voulais faire. C'est important de connaître actuellement dans les traitements possibles ou futurs de la drépanocytose, l'implication des thérapies géniques. Et comme tu l'as si bien dit, c'est la recherche, ça évolue de jour en jour et nous espérons que même lorsque ce sera possible, et effectivement, ça puisse être disponible pour nos populations le moment venu. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y avait une question, docteur Kamsu, concernant l'hyperhydratation dans le syndrome thoracique aigu du drépanocytaire. Pourquoi est-elle déconseillée? La question est bien de savoir pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire une hyperhydratation en cas de prise en charge d'un syndrome thoracique aigu. C'est bien ça? Oui, c'est bien cette question-là, oui. En fait, c'est plus pour prévenir les phénomènes de surcharge, parce qu'on pense que l'un des facteurs qui prévient la survenue des crises vaso-occlusives, c'est l'oxygénation. Et donc, si on considère ça sous cet angle, on s'est dit que le poumon est fondamental et indispensable pour la prévention des crises vaso-occlusives. Mais si, d'un autre côté, ce poumon se retrouve en train d'être surchargé, peut-être en cas d'hyperhydratation, par exemple, et qu'il advienne qu'on ait un début ou alors un édème aigu du poumon constitué, cela aggraverait le pronostic ou alors l'état clinique d'un patient drépanocytaire. Donc, c'est plus pour des phénomènes de pression hydrostatique et les risques de surcharge. En résumé, voilà ce que je peux dire. Donc, pour être plus prudent, il serait intéressant pour un tel patient qu'on lui fasse une hydratation normale au risque de provoquer une surcharge qui lui serait délétère. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui demande le mécanisme du bain chaud pour traiter le priapisme. Je vous en prie, docteur, je ne vous ai pas entendu. Il y a une question dans les coulisses. Docteur, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris le mécanisme du bain chaud pour traiter le priapisme.
Cette question, on l'a répondu un peu plus haut, mais je vais me répéter, ça ne me dérange pas. Donc, lorsqu'on administre un bain, lorsqu'on fait un bain à un enfant qui a un priapisme, le but, c'est de pouvoir, comment dire, produire une différence de température entre son milieu intérieur et son milieu extérieur. Le bain chaud pourrait sembler paradoxal parce qu'on se dirait un bain chaud entretiendrait plutôt la vasodilatation au niveau des corps caverneux et donc le priapisme. Mais non, ce bain chaud-là qu'on administre, une fois que l'enfant a reçu son bain, il va s'établir une différence de température entre le milieu extérieur, donc au niveau de l'épiderme, et le niveau intérieur qui est à une température un peu plus élevée. Et cette différence de température-là va faire en sorte qu'il y aura une réaction ou une phase de constriction réactionnelle, limitant ainsi le flux de sang qui arrive jusqu'au corps caverneux. Ou en d'autres termes, favoriserait le retour veineux ou alors diminuerait la perfusion au niveau des corps caverneux, de telle sorte que l'érection va diminuer, va décroître progressivement. Donc, pour résumer un peu, bain ou alors bain chaud ou tiède, c'est pour provoquer une différence de température, la balance pesant un peu plus vers l'hypothermie qui va entraîner une vasoconstriction et ainsi réduire l'érection. OK. On est donc entré dans la profondeur là des mécanismes physio-pathologiques et leur implication dans la thérapeutique. Je vais juste attirer votre attention sur un aspect en attendant s'il y a d'autres questions. Il y a toujours, malgré le fait qu'on connaisse les mécanismes génétiques de la drépanocytose, malgré le fait qu'on connaisse comment est-ce que se transmet la drépanocytose, il y a toujours des drépanocytaires. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un échec où nous tous, nous avons participé, où nous continuons de participer, c'est le volet préventif. Et beaucoup d'entre nous, nos collègues, nos gens de notre famille, nos amis, on participe à cela et même le plus souvent inconsciemment. Si nous sommes d'accord pour les rapports avant le mariage, la plupart des rapports avant le mariage se font sans avoir fait une électrophorèse de l'hémoglobine, ce qui est une erreur. Si nous sommes d'accord avec le mariage, la plupart des mariages se font même sans bilan prénuptial comprenant l'électrophorèse de l'hémoglobine, ce qui est une erreur. Donc, on doit vraiment attirer l'attention de la plupart des personnes sur le volet préventif parce que c'est véritablement ça la clé pour éviter ces enfants de souffrir parce que moi, pour avoir fait 3 mois dans un service d'hématologie à l'hôpital central qui est le centre agréé à Yaoundé pour la prise en charge de la drépanocytose, je les ai vus souffrir de long en large avec toutes les complications possibles que puisse avoir un enfant drépanocytaire. Et c'est vraiment une situation extrêmement difficile et qu'il faut tout à fait éviter. Donc, je vous amène, alors je vous fais un appel à pouvoir toujours insister sur le volet préventif. Vous devez vous-même d'abord connaître votre électrophorèse. Vous devez inciter votre entourage à pouvoir connaître son leurs électrophorèses, ainsi de suite. Et vous devez porter l'attention des gens sur le bilan prénuptial ou prénioxal, pour ceux que ça intéresse en fait, pour pouvoir savoir que l'électrophorèse et la drépanocytose sont en fait une réalité qu'il faut prévenir. Également, un autre élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, ça en 5 secondes assez rapidement, c'est qu'il y a énormément de complications méconnues et à bas bruit de la drépanocytose. Et l'une de ces complications-là, c'est l'insuffisance rénale. Drépanocytaire, déshydratation, crise vaso-occlusive, infection, prise d'anti-inflammatoires long cours et d'autres médicaments, transfusion long cours avec le risque d'hépatite virale, VIH, ainsi de suite. Tout ça fait le lit
de l'insuffisance rénale aiguë comme la maladie rénale chronique. Donc, il est important de faire attention, en plus des autres complications de la drépanocytose, aux complications rénales. J'ai vu une question du docteur Edonguet. Je ne sais pas si elle est toujours là. Docteur Edonguet, tu es toujours là? Je vous signale. Oui, docteur. Je vous signale Bonjour, en passant, docteur. et, avant la question du docteur Edonguet, qui sera certainement l'avant-dernière question probablement, qui aura un lien qu'on va vous envoyer tout à l'heure. Il faudra suivre le lien pour répondre à 2 petits QCM pour montrer que vous avez suivi, compris au moins la quintessence de ce qui était dit pendant cette présentation. Docteur Edonguet, je te passe la parole. Oui, docteur Nkek, merci de me passer la parole. Ce n'était pas vraiment une question. J'ai hésité à revenir un peu sur la prévention parce que je me suis dit que ça n'en faisait pas partie. Mais comme tu l'as fait, j'en profite pour dire que c'est vraiment important. Je voudrais mettre un accent dessus. Je ne sais pas si nous tous, nous avons les mêmes cœurs. Si nous tous, nous savons à quel point ces enfants ne méritent pas de souffrir pour rien. Et je proposerais je ne sais pas, à tout le monde peut-être, que lorsqu'on veut draguer une fille ou lorsqu'on veut répondre à un garçon, après avoir donné son prénom, on donne son électrophorèse d'hémoglobine, juste comme ça. Parce que je connais des collègues médecins qui ont des enfants drépanocytaires. Je connais une femme drépanocytaire qui a un enfant drépanocytaire. Et moi, je ne comprends pas ça. Désolée. Donc, c'était juste pour essayer d'appuyer sur la prévention et sur l'amour de ces enfants-là. On n'a pas à leur infliger ça. Ils ne méritent pas ça. Ils n'ont rien demandé. Si on leur donne une vie, il vaudrait mieux qu'elle soit belle et qu'elle soit plus rose, en fait. Merci pour la présentation. Merci infiniment. Merci beaucoup, docteur Edonguet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Arnaud partagera le lien d'ici quelques secondes. D'accord, merci, docteur Nkek. OK, on va passer au QCM. Donc, je partage mon écran rapidement. Donc, vous allez suivre juste les instructions qui vont s'afficher à l'écran pour répondre aux questions. Voilà la première question. Donc, pour répondre aux questions, vous allez sur www.menti.com et vous tapez le code 25 33 62 2. Et vos réponses vont s'afficher ici. Donc, nous vous prions de le faire maintenant pour qu'on voit au fur et à mesure vos réponses, s'il vous plaît. OK, c'est une réponse jusque-là. Les autres, mobilisez-vous. Je vois que c'est relativement simple. Nous sommes 31. Donc, lorsqu'on a 15 réponses, docteur Kamsi pourra répondre à la question. J'espère que les autres n'ont pas de difficultés à se connecter pour pouvoir répondre au QCM. Si, on a des difficultés. Vous partez sur Google, vous tapez www.menti.com. Vous allez sur Google, vous suivez juste ce qui est écrit là. Les réponses sont anonymées, n'ayez pas peur. Donc, les douleurs sévères du drépanocytaire se soignent parfois en ambulatoire pour limiter le risque d'infection. Proposition 1. Se soignent toujours en hospitalisation avec des antalgiques et normohydratation. Proposition 2. Ne se soignent jamais avec l'association d'acétaminophène. Proposition 3. Se soignent toujours en hospitalisation avec pour but une analgésie optimale. Proposition 4. Lesquelles pensez-vous être les propositions justes, là où les propositions justes? Je demande est-ce que vous pouvez rappeler comment faire pour donner sa réponse? Une fois sur Google, il y a des codes qui sont entrés. Oui, vous tapez www.menti.com. Dès que vous avez tapé, on va vous mettre insérer le code. Vous mettez le code que vous voyez affiché là, 25 33 62 2.
D'accord, on a la vue du docteur. Donc, on va passer au deuxième QCM. L'anémie du drépanocytaire, première proposition, peut se prévenir par la prise d'acide folique. Deuxième proposition, peut être anticipée par la transfusion sanguine avec pour objectif un taux d'hémoglobine à 12 grammes par litre. Peut être aggravée par les infections. Troisième proposition. Vos réponses sont attendues. En effet, pour la première question, la meilleure proposition, c'est la troisième. La meilleure proposition, c'est la quatrième, autant pour moi. Car les douleurs sévères du drépanocytaire se prennent en charge idéalement dans un milieu hospitalier. Nous l'avons vu dans la présentation que les douleurs légères pouvaient se prendre en charge à la maison avec des anti-inflammatoires et antalgiques de premier palier usuel qu'on pourrait utiliser à la maison. Mais pour des douleurs modérées à sévères, idéalement, la prise en charge se fait en milieu d'hospitalisation pour une prise en charge optimale. Pour ce qui est de la deuxième question, qui était de savoir l'anémie du drépanocytaire peut se prévenir par la prise en charge d'acide folique. Oui, c'est vrai. Comme on l'a vu dans la présentation, l'administration d'acide folique de façon quotidienne à une posologie de 5 mg par jour suffirait pour prévenir jusqu'à un certain niveau la survenue des anémies chez les drépanocytaires, car ceci favoriserait l'érythropoïèse. La deuxième proposition est fausse parce qu'un taux cible de 12 grammes par décilitre chez un drépanocytaire serait trop élevé et synonyme de surcharge. Donc, le taux cible, généralement, lorsqu'on doit faire une transfusion chez un drépanocytaire, est en moyenne situé entre 8 et 9 grammes par décilitre. Quant à la troisième proposition, l'anémie du drépanocytaire peut être aggravée par les infections. Oui, c'est vrai cette proposition, car nous avons vu qu'au cours d'une inflammation ou d'une infection, il y a une fièvre contemporaine qui pourrait être responsable de l'aggravation des crises vaso-occlusives et donc de l'hémolyse également. Donc, pour me résumer, pour cette deuxième question, proposition 1, vrai, proposition 2, fausse et proposition 3. D'accord. D'accord, merci à tous ceux qui ont, félicitations à tous ceux qui ont couché ces deux propositions-là. Donc, je crois que c'est bon avec les QCM pour aujourd'hui. Docteur, quelque chose de repasse la parole pour voir. Ok, merci. Merci, docteur Arnaud. C'était un plaisir pour moi d'assister à cette magnifique présentation et cette magnifique séance d'échange. Je remercie d'abord le présentateur, docteur Kamsu, qui a donné de son temps et de sa patience et de ses connaissances, et vous tous qui avez participé, donc comme beaucoup sont déjà partis, il n'y a pas de souci. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite du week-end Laïus de Medical Mind et qui portera sur la démarche devant une douleur thoracique avec la particularité du contexte camerounais que nous allons discuter demain et pour ceux qui seront là. Donc, pour ça, je vous souhaite une bonne soirée à tous de ma part. Je ne sais pas si Dr Kamsu, tu veux dire quelque chose avant de partir et sinon, nous clôturons la séance. Bonsoir, docteur. En fait, je n'ai pas, lors de des réponses aux questions, moi, j'ai vraiment pas suivi, en fait, la première question, c'est quoi la bonne réponse? Et j'ai écrit dans le chat, je n'ai pas eu de réponse. J'aurais quoi la réponse à la première question? D'accord, ok. Par rapport aux réponses des questionnaires, ce qui est possible de faire, c'est est-ce que tu es dans un groupe Medical Mind? Ouais. D'accord. Tu tapes dans un groupe Medical Mind et là, on te répondra. Vu que là, on est calé par le temps. Donc, on te répondra inbox, en fait. D'accord? Ok. À tous, passez une excellente nuit. Docteur Kamsu, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en plus, mais... Oui, donc, si je vais dire quelque chose en plus, ce serait vous remercier tous pour votre attention
Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous et partager avec les étudiants. Et plaisir d'autant plus renforcé que j'ai retrouvé au moins ma voix audio, mon bon vieil ami, Dr. Atem. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.